Alors, bienvenue officiellement à cette webconférence offerte par Anaïs Gass, qui est responsable de la gestion de la Grande Faune pour le ministère des Ressources excuse-moi, mais pour le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Cette webconférence-ci est rendue possible là, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de l'Agence forestière de la Montérégie, de l'ensemble des municipalités régionales de comté de la Montérégie, ainsi que de l'agglomération de Longueuil, dans le cadre de l'entente sectorielle de développement pour les forêts de la Montérégie. Sur ce, je passe immédiatement là, la parole. Ben, juste avant de passer la parole à Anaïs, je voulais juste, c'est ça, vous dire que la période de questions va être vraiment à la fin là, de la conférence d'Anaïs. Donc, à toi, Anaïs. Merci Amélie, merci à tout le monde d'être là. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui étaient producteurs forestiers, il y a des citoyens qui ont peut-être des petits terrains aussi, des ingénieurs forestiers, dans la salle peut-être des biologistes. Donc, juste pour vous informer que mon message est assez général, ça va me faire plaisir là, d'approfondir sur certaines questions à la fin. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous tout au long de la présentation. Malheureusement, on risque de terminer à minuit si on fait ça. Donc, juste pour nos capacités de demain, j'aimerais ça qu'on termine pas trop tard. Donc, on va permettre à tout le monde là, de pouvoir écouter la présentation jusqu'à la fin. Puis, je vais essayer de répondre au maximum de vos questions suite à ma présentation. Sinon, il va y avoir aussi mon courriel là, à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez toujours m'écrire si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps là, de discuter. Ça va me faire plaisir. Donc, on y va. On va parler de serre. Donc, aussi, j'ai su là, qu'il y avait des gens qui venaient d'un peu partout à travers la province. À la base, là, j'ai fait la présentation plus sur le sud du Québec. Donc, je suis désolée là, si je couvre pas tout. Ça aurait été un peu plus complexe de couvrir le Québec en entier. C'est ça, je vais me concentrer sur le sud du Québec. Mais vous allez voir, là, il y a des solutions là, qui s'appliquent quand même là, à pas mal là, toutes les situations quand même. Donc, allons-y. On va commencer par regarder l'état de situation des populations, principalement, encore une fois, pour le sud du Québec. On va voir là, que c'est là qu'il y a le plus grand nombre de cerfs. Puis, on va regarder pourquoi. Hein, c'est quoi les facteurs qui influencent les populations? Puis, qu'est-ce que ça fait d'avoir beaucoup de cerfs? On va regarder aussi après ça, ben, c'est quoi les moyens qu'on a pour protéger nos biens en présence de cerfs? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les différentes solutions qui sont offertes à nous? Puis, pour tendre vers un équilibre, on va regarder aussi une solution plus en particulier, plus approfondie, là, de façon plus approfondie, c'est-à-dire la chasse adaptée. Puis, encore un petit peu plus au niveau très régional, on va regarder là, un exemple de gestion locale sur des terres, gestion locale du cerf sur des terres privées. Puis on va se garder un petit moment là, à la fin pour pouvoir échanger puis essayer de répondre à vos questions. Donc, premièrement, là, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne chassent pas, je vais souvent parler, là, souvent faire référence aux zones de chasse. C'est comme ça que le grand gibier est géré au Québec. Donc, c'est vraiment par zone de chasse. Vous avez le Québec en entier, donc selon votre situation géographique, vous pouvez vous situer. Par exemple, pour la région de Sherbrooke, on a la 6 Sud. Un petit peu plus vers l'est, on a de l'autre côté de Cookshire et Stengus, là, en allant vers Mégantic jusqu'à la rivière Chaudière, on a la zone 4. On a la zone 6 Sud ici, puis vous voyez là dans le coin de Richemont, puis un petit peu à côté de Valcourt, on a la division pour la 6 Nord. Puis plus vers la Montérégie, on a la zone 8S, 8 Nord et 8 Sud. Puis dans le coin de Bromont, Knowlton, Cowansville, on a la 5 Ouest et la 5S. Donc, juste pour vous situer un petit peu, là, quand je vais faire référence plus spécifiquement à certaines zones, ça vous donne une idée. Je vais surtout parler, sans vouloir faire de scoop, mais je vais surtout parler de la 6 Sud, de la zone 4, puis de la 5 Ouest. Donc, la 4 qui est jusqu'à la Chaudière, descendre jusqu'à East Angus, en passant par Mégantic.
la 6 Sud qui est ici, là, plus la région de Sherbrooke jusqu'à la frontière américaine, jusqu'à Richmond. Puis la 5 Ouest, là, dans le coin de Bromont, Courant-du-Ferrand. Maintenant, là, je vous ai dit que, bon, je vous l'ai déjà dit, là, dans le sud du Québec, on a des populations quand même assez fortes de cerfs. Comment on fait pour déterminer ça? Il y a différents paramètres. On a les inventaires aériens qui nous permettent là, de, 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 de voler les populations. Donc, on peut déterminer le nombre de cerfs qu'on a dans une zone ou les habitats divers qui sont des habitats cruciaux pour le cerf. On a des inventaires routiers aussi qui nous permettent de déterminer le nombre de cerfs adultes versus jeunes dans certains secteurs. On a des suivis aussi sur la qualité des habitats, la documentation sur la déprédation. On a différents indicateurs comme ça. On regarde le niveau d'accident routier aussi. En fait, là, pour avoir un accident routier impliquant un cerf, ça prend un cerf, ça prend une route, puis ça prend quelqu'un sur la route. Aussi simple que ça puisse paraître, mais quand on augmente la quantité de cerfs sur nos routes, pas sur nos routes, excusez-moi, quand on augmente nos cerfs sur le territoire, on augmente notre réseau routier, puis qu'on augmente le nombre de gens qui circulent sur ces routes-là, on a généralement un plus grand nombre d'accidents routiers. Et la rigueur de l'hiver, ça, c'est un facteur très important. Dans certaines régions, là, je vais y revenir d'ailleurs, là, mais dans certaines régions, on a jusqu'à 30 des populations qui vont être décimées là, pendant l'hiver à cause d'un hiver trop froid, trop enneigé, pardon. Donc, on sait, là, ici, on n'a pas eu un hiver très rigoureux. Par exemple, le dernier hiver n'a pas été très difficile. Hein? On n'a pas eu beaucoup de neige, on n'a pas eu froid souvent. Donc, ça a été facile pour le cerf. Sinon, on a les statistiques de récolte. Donc, quand les chasseurs chassent et récoltent un cerf, ils enregistrent leur gibier et on connaît l'emplacement où ça s'est passé. On suit aussi les maladies. On fait des suivis pour détecter les maladies potentielles chez le cerf, pour s'assurer d'avoir un cheptel en santé puis d'intervenir aux besoins pour être vraiment le plus rapide à intervenir. Puis, on a différents paramètres là, physiques et environnementaux qu'on suit aussi là, pour s'adapter puis adapter nos modalités. Maintenant, si on regarde la grandeur du Québec, l'état des populations, ça ici, c'est un portrait assez général, si on veut. Mais ce qu'on peut remarquer, là, c'est vraiment qu'en rouge, on a les fortes populations. Donc, en fait, on a des populations qui sont fortement au-dessus du niveau souhaité. En orange, c'est plus les populations qui sont au-dessus du niveau souhaité. En jaune, tout à l'équilibre. En vert, là, on est en dessous. Fait on voit là, que c'est vraiment dans le sud du Québec où on observe le plus grand nombre de cerfs par kilomètre carré d'habitat. Et quand on regarde la récolte, ça colle aussi avec ce que je viens de vous montrer. Plus c'est foncé, ça veut dire plus il y a eu de cerfs de récoltés. Donc, quand c'est très, très foncé, on parle de plus de 100 cerfs par kilomètre carré, par 100 km carrés, excusez, qui ont été récoltés en 2017. Je vous dirais, là, le portrait n'a pas vraiment changé là, depuis 2017, là, autre que le nombre a probablement augmenté, mais ça vous donne une bonne idée là, de qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment dans les zones du sud là, qu'on peut voir qu'il y a le plus grand prélèvement. Puis, malheureusement, ou en fait, là, je ne sais pas si malheureusement c'est le bon terme, mais c'est pas nécessairement parce que les chasseurs sont meilleurs, mais c'est vraiment parce qu'on a une grande abondance là, de cerfs, donc ça nous permet d'avoir un meilleur succès de chasse. C'était une blague par rapport à la qualité des chasseurs. Je ne suis pas là pour les juger, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment dans le sud du Québec qu'il y a un plus grand nombre de cerfs qui est récolté. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte là, que c'est comme ça? Il faut comprendre à la base là, que le cerf, c'est une espèce très prolifique. Hein, c'est une espèce qui peut avoir entre 1 à 3 enfants par année. C'est une espèce qui s'acclimate facilement à son environnement.
On sait, là, on entend souvent là, dans les médias qu'il y a des cerfs qui se promènent dans les parcs urbains, par exemple. Donc, c'est une espèce qui va s'adapter à son environnement. Il va s'adapter aussi au niveau alimentaire. Il va manger des sources d'alimentation différentes que ce qu'on avait l'habitude à l'époque de voir. Puis, bon, c'est une espèce polygame aussi, hein. Le mâle peut accoupler plusieurs femelles sans aucun problème. En plus de ça, ce qu'on observe aussi au sud du Québec, en fait, au sud du fleuve, c'est qu'on n'a pas de prédateurs efficaces. Hein, il n'y a pas de loups, on a des coyotes, mais le coyote n'est pas jugé comme étant un prédateur efficace pour le cerf. Il va préférer souvent des proies plus faciles. Oui, il va en manger des cerfs, mais souvent, ça va être des jeunes, soit ou des très vieux, ou des cerfs blessés. Donc, c'est assez rare qu'un coyote va s'attaquer à un cerf en santé. Ça ne sera pas son premier choix parce que c'est une espèce opportuniste aussi, le coyote, puis très généraliste. Donc, il va pouvoir aller manger dans un tas de pommes ou sur une carcasse sans aucun problème. Un peu la même chose pour l'ours. C'est pas lui non plus qui va vraiment venir contrôler les populations. Donc, on n'a pas vraiment de prédateurs naturels efficaces au sud du fleuve, à l'exception du chasseur. Donc, sauf que le problème qu'on a avec nos chasseurs, c'est on en a de moins en moins. Donc, on a fait, depuis 2020, il y a des modalités qui ont été mises en place pour augmenter le nombre de chasseurs, mais c'est un travail là, en continu. Il y a aussi dans le sud du Québec la particularité qu'on est en terre privée. Donc, à chaque fois qu'il y a un règlement municipal, par exemple, qui interdit la décharge, en fait, l'utilisation d'engins de chasse, bien, ça fait comme une zone protégée pour le cerf. Donc, le cerf devient sans prédateur dans ces endroits-là. Donc, il se trouve à être dans un milieu de protection. Puis, comme je vous l'ai dit, on a des hivers cléments aussi. Hein, l'hiver passé, c'est un bel exemple. On n'a pas pelleté souvent, on n'a pas eu froid souvent, donc ça a été facile pour le cerf. Le cerf, plus l'hiver est froid, plus il doit puiser dans ses réserves énergétiques, ses réserves de graisse. Puis aussi, plus il y a de la neige, plus c'est difficile pour lui d'entretenir ses sentiers. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, ils vont ravager, ils vont se retrouver dans un même endroit, dans un même peuplement forestier pour vraiment être en gang à entretenir les sentiers pour faire un travail d'équipe pour réduire l'effort que ça demande. Là, je vous ai mis un graphique ici pour vous présenter là, la rigueur de l'hiver de 2010 à 2017 pour les différentes zones de chasse. Je pense que je n'avais pas besoin nécessairement d'un graphique pour vous le prouver. Là. Je pense que si vous avez, il suffit de connaître quelqu'un à Québec ou au Bas-Saint-Laurent pour qu'il vous dise que son hiver a été pas mal plus, est toujours plus tough que celui de l'Estrie, là, ou à peu près. Je pense que tout le monde est au courant, mais quand même. On voit là que bon, la zone 4, 5Est, 5Ouest, 6 Nord, 6 Sud, bon, 7 Nord, 7 Sud, c'est plus centre du Québec. 8 Est, 8 Nord, 8 Sud qui sont en Montérégie. On voit là qu'il n'y a pas de rouge. Le rouge, c'est les hivers difficiles. Il y a beaucoup de vert, par contre. Ça, c'est des hivers faciles pour le cerf. Fait que, quand on compare avec les autres zones, ils ont tous un peu, au moins un hiver qui a été rouge, qui a été difficile, puis ils ont quand même beaucoup de jaune. Donc, c'est pas mal plus difficile pour le cerf de survivre à ces hivers-là. Fait que, ils ont un facteur naturel qui régularise les populations. Maintenant, qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de cerfs? Ça amène souvent des accidents routiers. Hein, je l'ai dit tantôt, plus on a de cerfs, plus on a de chances d'en frapper un avec sa voiture. Donc, là, je vous présente une carte c'est la moyenne globale des collisions routières impliquant un cerf de 2010 à 2017. Je vous dirais, la situation n'a pas vraiment changé, autre que ça a augmenté. Par exemple, pour la 8 Nord, qui est en rouge, là, dans le secteur Montréal, on est plus proche du 1000 que du 700 maintenant. Même chose pour la 6 Sud, là, ça a augmenté là, de quelques centaines de collisions routières impliquant un cerf. Donc, collision routière avec un cerf, ça peut faire des blessés. Oui, il peut avoir de la tôle froissée, là, ça l'amène des dommages aussi matériels. Puis aussi, même pour la bête, souvent, elle ne mourra pas nécessairement sur le coup,
Puis souvent, on va juste la blesser, puis on peut juste casser, en tout cas, seulement casser son bassin, donc ça peut être souffrant aussi, là. Donc, puis il n'y a pas de mise en valeur de la viande dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment pas souhaitable pour plusieurs raisons. Maintenant, quand on est en surpopulation de cerfs ou quand on a des populations très fortes de cerfs, on va avoir des dommages aux cultures qui vont être observés ou aux plantes ornementales. Fait que souvent, les hostas, les soya, c'est des plantes qui vont avoir qui vont être très prisées par le cerf, donc vont avoir de la difficulté à pousser. Il va y avoir en forêt aussi, il va y avoir un broutage excessif de la végétation. Donc, tout ce qui est le 0,2 mètres, là, tout ce qui est accessible par le cerf, donc tout ce qui pousse entre 0 et 2 mètres de haut, le cerf peut le brouter. On a cette perte de forestière-là. Quand on arrive souvent dans une forêt où il y a beaucoup de cerfs, puis là, je sais qu'il y a des ingénieurs forestiers en plus autour de l'écran, mais une des raisons, ça peut être très bien qu'il y ait beaucoup de cerfs, puis la régénération ne se fait pas. Il peut y avoir d'autres facteurs, là, la couverture du couvert qui est trop, le couvert qui est trop fermé, le type de sol, etc. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais souvent le cerf va contribuer à cette perte de biodiversité-là. Et d'ailleurs, on a une perte de biodiversité, tant au niveau végétal qu'animal. Donc, on n'a plus vraiment d'arbustes ou de jeunes arbres. Donc, on a une perte d'obstruction latérale. On ne voit plus tellement loin dans nos forêts. Et il y a des oiseaux ou des animaux là, qui ont vraiment, des mammifères ou autres, qui ont vraiment besoin d'avoir une obstruction pour compléter leur cycle de vie. Fait que là, on a plus ces espèces-là qui poussent au niveau végétal, puis on a plus ces espèces animales-là aussi qui habiteraient normalement. Fait qu'on a vraiment une perte au niveau de la biodiversité. Puis en plus, pour ceux qui veulent faire du reboisement, ben c'est difficile. Hein, souvent, on est obligé de mettre des protecteurs au niveau de nos plants. C'est pas toujours facile. Souvent, c'est coûteux. Des fois, ça peut être laborieux. Puis, ça peut favoriser aussi l'envahissement par les espèces exotiques envahissantes. Par exemple, le cerf ne mangera pas beaucoup de nerf brun. Donc, le nerf brun peut profiter là, de cet espace qui est libéré par le surbroutement. Puis, excusez-moi. Donc, c'est ça, il profite de l'espace, puis en plus, il n'est pas brouté par le cerf. Puis aussi, des fois, là, il peut y avoir des espèces plus sensibles là, qui vont se faire, qui sont prisées par le cerf puis qui ne réussiront pas à se régénérer dans les espèces exotiques, dans les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d'être désignées ainsi, là, qui vont avoir de la misère à survivre au broutage du cerf. Puis en plus, pour le cerf, quand ils sont trop nombreux, souvent, là, on voit que c'est nuisible pour eux-mêmes. Parce qu'il y a une perte de source d'alimentation. Donc, souvent, ils ont plus de misère à se faire des graisses avant l'hiver. Et ils ont plus de difficultés à survivre à l'hiver. Donc, des fois, même si l'hiver n'est pas très rigoureux, ils ont tellement pas été capables de se faire de graisse qu'ils vont mourir aussitôt qu'on a 2-3 jours de froid, par exemple. Fait que là, on vient d'expliquer que c'est pas nécessairement positif d'avoir trop de cerfs, sauf que comment c'est possible de cohabiter avec le cerf? L'objectif, là, c'est vraiment de prévenir. Hein, tout le temps mieux de prévenir que de guérir, comme on dit. Là. Donc, idéalement, on essaie de prévenir. Ensuite, on surveille, puis on s'ajuste, puis on tolère. Je m'explique. On y va un petit peu plus en détail. Là. Donc, prévenir ou déterminer, donc c'est vraiment de trouver la bonne espèce qui est en cause. C'est souvent là, le cerf, c'est une espèce qui est diurne, qui vit le jour, qui est quand même grosse. Hein? C'est un animal qui est quand même imposant, dans le sens qu'il est facile à voir de loin. Fait que des fois, il tombe avec le coupable de quelque chose qu'il n'a pas fait. Fait que c'est vraiment important d'identifier le bon coupable pour trouver la bonne solution. On peut essayer de comprendre aussi pourquoi on a trop de cerfs ou pas assez de cerfs. Dans certains cas, dans certains endroits, il y a des gens qui pourraient vouloir favoriser une plus grande quantité de cerfs, puis on va en reparler, voir comment on peut adapter nos travaux forestiers pour ça notamment. Puis aussi, on peut essayer de trouver qu'est-ce qui les attire.
Donc, puis c'est quoi les dommages qui peuvent être possibles? Est-ce que c'est simplement mes hostas que je veux protéger ou bien non, c'est tout mon grand champ de soya ou c'est mon érablière qui n'a plus de régénération dedans? Fait que vraiment, c'est des différents cas de figure. C'est vraiment de bien identifier c'est quoi le problème pour trouver la bonne solution. Puis après ça, ben c'est ça, c'est de trouver la bonne solution puis qui est jugée applicable et efficace pour notre situation. Malheureusement, là, aujourd'hui, je ne vous arriverai pas avec une solution qui fait tout, qui répond à tous les besoins, mais on va regarder le coffre à outils ensemble, par contre. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est vraiment de surveiller, hein, valider l'efficacité, puis des fois, il faut combiner les méthodes. Puis après ça, ben, c'est des ajustements jusqu'à temps qu'on fine-tune, hein, comme on dit en bon français. Vraiment, quand on réussit à faire le bon ajustement pour arriver à la bonne solution. Puis, il ne faut pas oublier là, que le cerf, il a sa place dans nos forêts. Puis, l'idée, c'est vraiment de juste le ramener à l'équilibre. C'est pas de l'exterminer. Puis ça, c'est vraiment important. Là, tout au long de ma présentation, je vais parler qu'il y a beaucoup de cerfs, mais jamais l'intention, c'est d'éliminer le cerf. C'est vraiment de le ramener à l'équilibre pour réavoir cette biodiversité-là et cette cohabitation harmonieuse-là. Fait que, comme je viens de dire, il y a différentes méthodes on va regarder différentes méthodes pour cohabiter avec le cerf dans le but d'une recherche, de rechercher l'équilibre. La première, je ne vous cacherai pas, là, la première, là, les méthodes d'exclusion, c'est-à-dire les clôtures, c'est probablement la plus efficace de toutes. Par contre, elles ne sont pas applicables partout, puis elles demandent un entretien. Ça fait plusieurs automnes qu'on a des gros vents, les arbres qui tombent. Ben, si on a un arbre qui tombe sur notre clôture, ça fait une belle porte d'entrée pour le cerf. Ça a un coût élevé aussi, puis il faut bien l'installer. Je m'explique, là. Des fois, là, excusez, avec mon fond d'écran, on ne voit pas très bien, mais on va vouloir passer la clôture bien droite, mais notre terrain, il fait ça en dessous. Un cerf, ça peut passer dans une ouverture de 30 cm. 30 cm, c'est pas très grand, là. Fait que faut vraiment s'assurer de bien suivre notre sol, puis vraiment calfeutrer, si on veut, là, toutes les ouvertures, puis s'assurer qu'ils ne puissent pas passer nulle part. Donc, ça demande un entretien, puis une bonne installation. Et aussi, ça demande d'être au moins de 2,3 mètres de haut pour pas que le cerf puisse passer par-dessus. Même en hiver, quand il y a une certaine accumulation de neige, là, puis la neige, elle peut devenir compactée ou très portante. Là. Donc, on veut limiter là, les intrusions, que ce soit par en dessous ou par en haut. Maintenant, les méthodes d'effarouchement, que ce soit les assiettes, les canons à air comprimés, les gicleurs, les ultrasons, la musique forte, ça peut fonctionner. Je vous dirais, le gros avantage, c'est que ça ne coûte pas tellement cher à tester. C'est peu visible, c'est pas dérangeant nécessairement là, au niveau visuel souvent. Parce que canon à air à 5 heures du matin, le samedi, ça se pourrait que votre voisin ne vous aime pas. Fait que je vous dirais qu'à ce niveau-là, il faut vérifier notre réglementation au niveau de la municipalité ou de la MRC. Il peut y avoir des contre-indications. Puis, aussi, peut-être s'assurer je vous dirais quasiment de gros bon sens, là, dans le sens que si vous avez des voisins, bien, les aviser que vous allez installer un canon à air pour comprimer pour vraiment les informer de qu'est-ce qui se passe, puis essayer de peut-être ajuster les heures en fonction de leurs habitudes de vie aussi. Là. Puis, toutes ces méthodes-là, l'inconvénient que ça a, c'est que souvent, le cerf s'accoutume à ça. Il développe vraiment une accoutumance. Donc, il faut changer la fréquence, il faut changer l'endroit, la direction. Faut être créatif. Donc, puis ça demande un entretien aussi. Donc, ça peut fonctionner un certain temps. Tout dépendant de votre situation, ça peut être suffisant. Maintenant, les répulsifs, que ce soit l'urine de coyote, le mélange avec des œufs, les poils de chien, le poivre de cayenne, les feuilles d'assouplissant très parfumé, là, le banz en bon québécois, ça peut fonctionner. Le seul problème, par contre, c'est que souvent, on met ça sur une petite guenille, on met ça dans notre headset, par exemple, puis, bon, le cerf sent ça, puis il se tient plus loin. Par contre, il peut avoir une accoutumance à ça aussi.
mais aussi, aussitôt qu'il y a une pluie, souvent, ça va délaver votre guenille, fait que l'odeur disparaît. Ce qu'on m'a déjà dit ben, en fait, ce que j'ai déjà vu qui semblait bien fonctionner, là, c'est les petits ziplocs à congélateur qui ont des trous dedans. Donc, l'eau ne semble pas passe pas à l'intérieur du ziploc, mais l'odeur sort. Donc, ça peut être une façon là, de prolonger la vie de notre traitement. Mais encore là, euh, l'efficacité est moyenne ou varie là, selon la situation. Mais au moins, ça a l'avantage de ne pas coûter très cher à essayer. Changement de pratique, éliminer oui, rendre inaccessibles les sources de nourriture. Ce qui m'amène là à à vous informer, si jamais vous ne le saviez pas, le nourrissage du cerf est interdit sauf entre le 1er septembre et le 30 novembre pendant la chasse. Donc, pour un dépôt de nourriture dans un but de chasse entre le 1er septembre et le 30 novembre est légal, mais en dehors de cette période-là, tout dépôt de nourriture est illégal. Donc, si vous avez un voisin qui trouve ça intéressant d'avoir des cerfs en arrière de chez lui le dimanche matin quand il prend son café, puis qui met un dépôt de pommes ou de maïs ou de moulé, peu importe. C'est illégal. Puis, les raisons sont nombreuses. Il y a des raisons de santé du cerf à plusieurs niveaux. Il y a aussi, souvent, on voit une augmentation des accidents routiers dans ces endroits-là. Des fois aussi, quand votre voisin oublie de le nourrir ou que le cerf a fini sa ration, après ça, il peut venir manger vos headsets. Donc, ça peut amener un problème de voisinage. Le cerf n'ira pas nécessairement dans les endroits adéquats pour lui. Bref, je pourrais vous en parler pendant au moins 1 heure de temps, là, pourquoi c'est nocif. Mais tout ça pour dire que ça peut être une des raisons pourquoi il y a trop de cerfs chez vous aussi si votre voisin pose ce genre d'action-là. Des fois aussi, c'est pas volontaire. Des fois, on a des pommiers chez nous, chez soi, puis ça peut être attractif pour le cerf. Donc, c'est d'identifier un peu pourquoi ils viennent chez nous. Est-ce que c'est mes restos qui goûtent bon? Est-ce que c'est mes pommiers? Est-ce que je suis un pommiculteur? Puis, veux pas, j'aurais peut-être pas le choix de clôturer parce que c'est de nourriture très attrayante pour le cerf. Donc, dans certains cas, ben, on pourrait changer notre type de haies qu'on va mettre, éviter les headsets, on va peut-être moins choisir des hostas, par exemple, on va choisir d'autres plantes. Là, sur Internet, il y a différentes listes qui existent là, de plantes qui sont moins attrayantes attractives pour les cerfs. Puis, même les centres jardins, là, ils sont rendus qu'ils mettent des petits logos pour dire que le cerf les aime pas. Donc, ça peut être des bons choix si on sait que le cerf a pas. On a beaucoup de cerfs dans notre secteur. Ouais. Une autre façon de faire aussi, c'est par la chasse ou le piégeage. Là, en fait, j'ai marqué la chasse ou le piégeage. Le piégeage n'est pas légal là, pour le cerf, donc c'est vraiment dans le cas de d'autres espèces là, comme le raton, par exemple, qu'on pourrait piéger. Si on se concentre plus sur le cerf, c'est vraiment la chasse sportive. Et c'est sûr que ça demande un effort de chasse, mais ça a l'avantage d'être à faible coût. Des fois, il peut même avoir un revenu qui vient avec l'activité de chasse. Si quelqu'un vient chasser chez vous, il pourrait souvent, les gens vont être prêts à payer un certain montant pour aller chasser. C'est une belle activité de plein air aussi. C'est sûr que oui, il y a la réglementation à respecter. Ça demande une formation ou connaître des chasseurs ou des piégeurs. Dans le cas du cerf, c'est vraiment des chasseurs. Mais on va en parler vraiment plus longuement là, de cette méthode-là pour tous ceux qui ont des grandes propriétés puis des grandes forêts. Je pense que c'est une solution qui s'applique à beaucoup de situations. Si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur toutes les méthodes que je viens de parler, il y a le fascicule numéro 3 qui a été produit par le ministère de la Faune. Il y a déjà quelques années, là, je vous dirais, il y a même les montants, combien ça coûte, puis tout ça. Malheureusement, le prix n'a pas été, les coûts, en fait, n'ont pas été
sont pas à jour, là, sont pas, c'est pas les prix de 2024, mais au moins ça peut vous donner une idée là, de combien ça peut coûter, puis de comparer les méthodes, puis l'efficacité de chacune d'entre elles est inscrite. Si vous n'avez pas le temps de prendre en note l'adresse qui est là, vous pouvez soit m'écrire, puis je vais vous envoyer le fascicule, ou sinon, dans n'importe quel moteur de recherche, là, juste à écrire fascicule 3, serre de Virginie. Généralement, ça sort dans les premiers. Il y a la Fondation de la Faune du Québec aussi qui a fait là, plusieurs guides pratiques qui peuvent être intéressants là, d'aller consulter. Là. Ils ont une section guide de pratique sur leur site Internet. Là, je vais vous parler du cerf, comme quoi faire pour ne pas l'avoir trop chez soi. Mais comme j'ai dit tantôt, le cerf a sa place dans nos forêts. Il était là, il va toujours être là. Donc, il faut apprendre à cohabiter avec lui. Le but, c'est vraiment de le ramener à l'équilibre, de s'assurer que les populations sont à l'équilibre. Et dans certains cas, on peut vouloir favoriser le cerf sur sa terre, ou aussi on peut désirer que les cerfs se tiennent davantage dans un secteur de notre terre. Comment on fait ça? Il faut comprendre là, que généralement, à l'hiver, le cerf va chercher un mélange d'abri et habitat, nourriture, excusez-moi. Donc, un abri, c'est vraiment souvent un couvert résineux assez dense qui empêche la neige de tomber au sol. Donc, c'est plus facile, il y a moins de neige au sol, donc c'est plus facile pour lui d'entretenir ses chemins. Sauf que c'est beau d'avoir un toit, il faut aussi manger, donc ça prend un garde-manger. Fait qu'un entremêlement là, de jeunes pousses de feuillus, d'un peuplement mixte, souvent, c'est très bon là, à proximité de ce peuplement résineux-là, ou même un peuplement feuillu avec la régénération forestière, il va pouvoir aller manger les tiges. Le cerf est programmé là, pour manger des branches, pour manger des fibres l'hiver. Donc, normalement, il y en a, il devrait en avoir partout dans la forêt. Sauf qu'il y a certaines actions qu'on peut faire pour augmenter cette disponibilité-là. Fait que l'idée, là, dans le fond, c'est de pas nécessairement garder les boisés trop propres, si je peux me permettre l'expression, là, dans le sens qu'il faut qu'il y ait de la régénération, il faut la laisser pousser, ça fait de la nourriture. Puis, je vous dirais aussi que même si vous ne voulez pas attirer le cerf d'avoir de la régénération, ben, au moins, s'il y a des cerfs qui passent, ben, vous allez quand même conserver là, vous avez plus de chances de conserver des tiges d'avenir. Quand on veut favoriser la présence de cerfs dans un certain secteur, en hiver, on va généralement favoriser les opérations forestières tard à l'automne avec une protection de la régénération. Puis, certains travaux qui favorisent la régénération naturelle. Ouais, là, je vous ai mis une liste là, d'espèces que le cerf aime bien. Par contre, ce que je voulais vous montrer, là, c'est vraiment l'entremêlement abri-nourriture. Donc, on veut avoir des petits secteurs, des petits coupes, par exemple, que là, on a un abri à proximité, on a de la régénération, on a un peuplement qui est en régénération, donc on a vraiment l'entremêlement garde-manger, maison. Puis, c'est beaucoup plus facile pour le cerf là, de combler tous ses besoins pendant l'hiver. Dans le cas de vouloir mousser le peuplement d'abri, si on voit qu'on a une lacune à ce niveau-là, on veut vraiment maintenir un bon couvert. Donc, en faisant un éclairci pré-commercial dans le résineux, par exemple. Puis là c'est tout le temps intimidant là, quand il y a autant d'ingénieurs forestiers autour de la table. De parler de travaux forestiers. Vous me corrigerez ou vous me commenterez ça pendant la période de questions, mais l'idée, c'est vraiment de favoriser, dans le fond, le peuplement d'avenir de résineux pour accélérer la venue, dans le fond, d'un peuplement d'abri. Mais il y a des coupes de jardinage aussi là, qui nous amènent à avoir un entremêlement d'abri nourriture dans ces secteurs-là. Puis des fois, de faire des petites trouées, ben, ça fait des endroits où ça repousse, donc ça fait de la nourriture aussi. Tout dépendant, c'est quoi les besoins qu'on a dans ces secteurs-là.
Pour plus d'informations là-dessus, il existe 2 fascicules, là, un qui a été fait par le ministère qui s'appelle le Guide d'aménagement des ravages de cerf de Virginie, puis l'autre qui a été fait par la Fondation de la Faune, qui est le Guide technique 14 sur les ravages de cerf de Virginie, qui sont les 2 disponibles en ligne. Puis, je vous dirais que le meilleur dans tout ça, c'est probablement d'en parler avec votre conseiller forestier. C'est vraiment lui qui va être en mesure de bien vous conseiller. Il connaît bien votre terre, il connaît bien les travaux, il connaît la réalité de votre terrain, de votre région. Donc, c'est vraiment, je pense, la personne ressource là, pour vous aider dans des cas comme ça. Et là, cela étant dit, quand il y en a trop de cerfs, puis qu'on veut réduire les populations, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on vient de voir comment favoriser un bon habitat, comment les concentrer peut-être dans des endroits plus ciblés. Euh, on, on va utiliser la chasse adaptée. Chasse adaptée, là, c'est une méthode qui est utilisée partout en Amérique du Nord, qui est très connue, reconnue, qui a fait ses preuves. Et qu'est-ce que c'est? En fait, là, c'est une pression de chasse adaptée qui implique la récolte de cerfs sans bois. Donc, les cerfs sans bois, c'est les femelles, c'est les fans, puis c'est généralement intensif, puis c'est adapté. Donc, dans certains cas, on va vouloir prélever, puis là, c'est des exemples très, très concrets, là. Par exemple, sur un milac, des fois, 5 chasseurs, c'est suffisant. Il va y avoir 2, 3 cerfs qui vont être récoltés. C'est parfait. Parce que les dommages ne sont pas tellement là. Le cerf n'est pas si abondant que ça. C'est juste. Puis la récolte de 2, 3 cerfs permet d'en conserver quelques-uns. Puis tout semble bien se passer. Puis un peu plus loin, on a un autre milacre, ou 40 hectares, qui, là, on va avoir 45 chasseurs qui vont récolter facilement une trentaine de cerfs. Et c'est vraiment. Puis ça ne sera quasiment pas assez. Il va falloir agrandir le territoire d'intervention, puis vraiment augmenter la pression de chasse. Donc, de là, le terme adapté, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment de voir c'est quoi votre situation, c'est quoi la quantité de cerfs que vous avez, c'est quoi l'ampleur des dommages. Mais si vous voulez diminuer les populations de cerfs, c'est vraiment par la récolte de cerfs sans bois. Et là, je vous dirais que pour le sud du Québec, la récolte de cerfs sans bois, c'est une possibilité qui est à favoriser parce que les populations de cerfs peuvent, peuvent se on peut soutenir, mais il n'y aura pas d'extermination du cerf, là, même si on récolte des cerfs sans bois de façon intensive dans le sud du Québec. On l'a vu, là, les facteurs qui réduisent les populations ne sont pas là. Donc, mon message serait probablement différent si j'étais en Gaspésie, par exemple. Là, peut-être qu'on irait avec plus de modération sur les cerfs sans bois. Là, je vous parle vraiment dans une situation où on en a trop, comme dans le sud du Québec, par exemple. Donc, pour ça, quand ça arrive chez soi, on peut devenir chasseur, soit par un permis d'initiation. Le permis d'initiation, c'est une fois dans votre vie, vous pouvez aller acheter un permis de chasse, soit pour en fait, vous pouvez aller pour le dindon, l'orignal, le cerf, l'ours, etc. En autant que vous soyez, sans avoir nécessairement vos permis, mais vous devez, sans avoir nécessairement vos certifications. Donc, vous devez être accompagné par contre de quelqu'un qui est certifié. Mais ça vous permet d'essayer la chasse. Ça vous permet de voir est-ce que c'est une activité qui peut m'intéresser. Là, supposons que vous avez aimé ça. Bien là, vous pouvez aller faire votre certification. Puis les formations sont toutes bien décrites sur le site de la FEDCP. FEDCP, qui est la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec. Je vous ai mis le site. Normalement, là, si vous marquez Fédération chasseurs-pêcheurs, formation, devenir chasseur ou quelque chose comme ça dans un moteur de recherche, vous devriez trouver l'information assez rapidement. Puis sinon, comme je vous disais, juste à m'écrire, puis ça va me faire plaisir de la partager avec vous. Puis sinon, là, si la chasse, ça ne vous intéresse pas, puis vous voulez quand même trouver une solution, bien, vous pouvez inviter des chasseurs sur votre terre.
Le dé, il est en gras, c'est pas une erreur, c'est vraiment volontaire. Parce que souvent, là, je parle avec des producteurs ou des propriétaires qui me disent, ah, mais là, ça- chez nous, il y a bien trop de serre, je ne sais plus quoi faire. OK, est-ce que vous avez des chasseurs sur votre clos? Ben oui, j'ai mon cousin et mon beau-frère qui viennent chasser. OK, est-ce qu'il y a d'autres gens? Non. C'est quoi la superficie de votre terre? Ben, je sais pas, j'ai un demi-lot, là, j'ai un 20 hectares ou un 500 acres ou peu importe. J'ai des gens qui ont quand même des grandes superficies. Puis souvent, ces gens-là me disent, ben oui, ils récoltent tout le temps un beau boc chaque année. Fait que là, on a le problème. La densité de chasseurs n'est pas elle est pas assez forte. La récolte n'est pas assez forte par conséquent. Puis, ils récoltent en plus des mâles. Les mâles, on se rappelle, le cerf étant une espèce polygame. Donc, si on veut vraiment réduire les populations, ben, faut éliminer à la source. Là. Donc, il faut travailler à la source, en fait, puis récolter des femelles. Dans les actions, dans les choses qui sont disponibles pour vous, il y a le permis il y a un tirage au sort qui s'appelle le tirage au sort du permis de serre sans bois. Le permis de serre sans bois vous permet de récolter un cerf sans bois, donc une femelle ou un faon, pendant les périodes de chasse où c'est contingenté qu'on appelle. Donc, ça, quand on a le droit juste au mâle adulte. Pour avoir ce permis-là, vous pouvez appliquer au tirage au sort, qui est généralement fin mai jusqu'à mi-juin. Ça se terminait le 16 juin cette année, malheureusement. Donc, il est trop tard pour cette année, mais vous pouvez vous prendre une petite note pour l'an prochain. Il existe plusieurs catégories. Il y a la catégorie universelle, que ça, c'est vraiment le chasseur qui peut appliquer. Il y a la catégorie relève, donc les 12-17 ans, les étudiants de moins 25 ans, les nouveaux certifiés, ceux qui ont fait leur certification l'année précédente, puis ceux qui ont un permis d'initiation. Et voilà. Sinon, il y a la catégorie personnes handicapées, puis il y a la catégorie propriétaire foncier. Ça, c'est intéressant pour ceux qui ne chassent pas. Ça vous permet d'appliquer, si vous avez une terre de plus que 4 hectares et plus, en fait, vous pouvez appliquer au tirage au sort dans la catégorie propriétaire foncier. Si vous êtes gagnant, ça vous donne 2 permis serre sans bois. Vous pouvez en garder un pour vous, puis en donner un à qui vous voulez. Ou vous pouvez donner les deux à 2 personnes différentes, il n'y a aucun problème. Donc, cette personne-là n'est pas obligée de chasser sur votre lot. Par contre, si vous avez la gentillesse de lui donner un permis de serre sans bois, puis que vous avez appliqué, c'est probablement parce que vous avez une problématique, puis vous aimeriez que cette personne-là vous aide. Donc, c'est peut-être une bonne idée là, de lui demander de venir récolter une femelle sur votre lot. Et maintenant, le partage du permis serre sans bois est partageable. Excusez-moi. Maintenant, le permis du serre sans bois est partageable avec les membres de notre famille immédiate. Donc, ça veut dire votre frère, votre soeur, votre conjoint, conjointe, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants et les enfants de la famille reconstituée. Donc, si vous avez refait vous êtes, vous êtes en couple avec une nouvelle personne, cette personne-là a des enfants, ben, vous pouvez partager, ça fait partie de la famille, là. Donc, vous pouvez utiliser tout le monde tout le monde de votre famille pourrait utiliser ce permis de serre sans bois-là. Ce qui veut dire, par exemple, c'est si moi, je gagne au tirage au sort permis de serre sans bois, j'ai mon permis de serre sans bois et mon conjoint récolte une femelle, il a le droit d'utiliser mon permis de serre sans bois. Lui, sa chasse est terminée, puis moi, ma chasse continue par contre. J'ai juste donné mon permis de serre sans bois, fait que je continue à chasser pour le mâle adulte, par exemple. J'espère ne pas vous avoir trop perdu avec cette technicalité-là, mais c'est juste pour dire, pour les chasseurs, là, vraiment, il y a cette possibilité-là. Aussi, maintenant, on a la fin de semaine destinée à la relève. Pour la chasse, c'est généralement là, autour de l'Halloween, là, début novembre. C'est une fin de semaine que seulement les gens de la relève, donc les nouveaux initiés, les jeunes de 12 à 17 ans, les étudiants jusqu'à 25 ans, puis les nouveaux certifiés qui peuvent chasser pendant cette fin de semaine-là. Il y a la possibilité de récolter 2 cerfs. Maintenant, avant 2020, les chasseurs avaient le droit à seulement un cerf. Là, maintenant, les chasseurs ont le droit à 2 cerfs dans 2 zones différentes.
Ça prend 2 permis, là. On a le permis régulier, permis supplémentaire, puis on peut aller dans 2 zones récolter 2 cerfs. Actuellement, il y a 3 zones au Québec où on a le droit de récolter ces 2 cerfs-là dans la même zone. La 5 Ouest, la 8 Est et la 8 Sud. C'est des zones plus en Montérégie, là. La 5 Ouest, c'est la Bromont, Knowlton. La 8 Est, c'est une grande zone, plus côté Montérégie. Puis la 8 Sud, c'est vraiment plus dans le coin d'Hemingford, par exemple. Donc, mais ça permet quand même une plus grande récolte, même si on n'a pas augmenté le nombre de chasseurs. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est si vous avez un trop grand nombre de cerfs sur votre lot, vous devez avoir un nombre adapté de chasseurs de cerfs sans bois. Donc, vraiment les inciter à récolter des cerfs sans bois, des femelles ou des femmes. Mais c'est vraiment la femelle, là, généralement, qui va faire la différence. Et là, on va défaire des mythes ce soir. Ça peut être intimidant d'avoir des chasseurs chez soi, puis on peut avoir entendu différentes choses. Donc, je prends quelques minutes là, pour vous expliquer que la chasse, c'est une activité qui est sécuritaire. Je connais aucun chasseur là, qui veut avoir la mort de quelqu'un sur la conscience. Puis les chasseurs sont formés. Ils ont une formation obligatoire. Il y a aussi certains engins qui sont moins puissants que d'autres, hein. Il n'y a pas juste les armes à feu. Il y a l'arc, arbalète, par exemple, qui sont moins grande portée, font moins de bruit, sont peut-être moins impressionnants. Donc, ça peut être une option. Si vous avez des chasseurs qui viennent chez vous, vous pouvez demander qu'ils chassent seulement à l'arc ou à l'arbalète. Puis je vous dirais là, que dans le sud du Québec, on a des belles régions à cerfs et les chasseurs le savent. Et les chasseurs sont prêts à faire beaucoup de kilomètres pour venir chasser dans le sud du Québec. Ils sont intéressés de venir chasser chez nous, sont intéressés de venir chasser dans le sud du Québec et ils veulent garder cette possibilité-là. On est beaucoup en terre privée, donc ça marche beaucoup avec des autorisations. Des fois, c'est pas toujours facile de les avoir. Donc, un chasseur qui a une autorisation pour chasser à quelque part, généralement, il est prêt à se conformer aux demandes du propriétaire. Donc, en tant que propriétaire, c'est important de le garder en tête, de savoir qu'on a le droit d'avoir certaines conditions. Par exemple, si vous ne voulez pas être dérangé le dimanche matin quand vous prenez votre café ou vous allez promener votre chien sur votre lot ou que vous allez faire votre bois, peu importe, vous pouvez me demander. Moi, j'aimerais ça que tu viennes chasser seulement du lundi au samedi. Puis le matin, j'ai des ouvriers qui sont dans la forêt ou qui sont à proximité de ton site de chasse. Ben, j'aimerais bien que tu viennes chasser seulement le soir. Donc, il y a vraiment différentes façons d'avoir une entente pour que ça soit possible. C'est rare, là. Puis des fois aussi, on peut juste diviser la terre en deux. Hey, ce secteur-là, il n'y a jamais personne qui y va au mois de novembre. Oui, tu iras chasser dans ce secteur-là. Ou bien, mon cousin a toujours chassé dans les rivières à telle place. OK, ben moi, est-ce que je peux aller chasser dans l'autre peuplement là-bas? Il y a moyen des fois de partager la terre aussi. Ou si vos chasseurs actuels, ils chassent seulement pendant la période d'armes à feu, ben peut-être que vous pouvez amener des gens pendant l'arc-arbalète, par exemple. Donc, c'est vraiment différentes solutions qui existent. Je vous dirais là, que dans la vie, il y a toujours des solutions à tout, mais c'est aussi vrai là, pour la gestion avec les chasseurs puis la cohabitation sur votre terre. Maintenant, il y en a qui pourraient être inquiets de ne plus en voir parce que ça reste un bel animal, c'est le fun de cohabiter avec la faune, c'est un privilège qu'on a. Je vous dirais là, que le cerf, il va s'adapter. C'est un animal quand même avec une grande capacité d'adaptation à plusieurs niveaux, mais aussi au niveau de la chasse. Quand il sent qu'il y a une pression de chasse très forte, il va changer son comportement. Là, souvent, on entend les chasseurs qui disent « Ah, ils sont rendus qu'ils bougent juste de nuit, je les vois juste sur mes caméras de nuit, mais quand j'arrive pendant ma chasse, je les vois plus. » Puis, il y a certains endroits, il y a un endroit en particulier, entre autres au Québec, sur une île, pour des raisons de biodiversité et de conservation, il fallait réduire vraiment beaucoup la population de cerfs qu'il y avait sur cette île-là. On n'a jamais réussi à la réduire autant qu'on aurait voulu parce que le cerf s'adaptait toujours. Donc,
je vous dirais que c'est faisable de le ramener à l'équilibre, mais de passer en bas de l'équilibre, c'est vraiment c'est un plus grand défi. Donc, inquiétez-vous pas, il va toujours en rester, mais de façon probablement plus acceptable. Un niveau de cohabitation plus harmonieuse. Il y a certaines personnes aussi qui vont croire que c'est pas possible d'accueillir plusieurs chasseurs sur leur terre. Donc, peut-être que j'ai même froissé des gens en disant ça tantôt, d'accueillir plusieurs chasseurs, ou surpris, du moins, peut-être pas froissé, mais surpris. En fait, là, je vous dirais là, que c'est très légal d'avoir une trentaine, quarantaine, le nombre de chasseurs que vous voulez sur votre lot. C'est sûr qu'il faut s'assurer de rester sécuritaire, puis aussi, des fois, de corder les chasseurs, c'est pas plus avantageux là, parce qu'ils vont se nuire dans leur chasse, puis ils vont peut-être faire fuir le gibier. Mais au niveau légal, c'est correct. Tant que vous n'offrez pas un service d'hébergement, par exemple, que là, ça va devenir de la pourvoirie illégale. Donc, rappelez-vous, là, pas d'hébergement avec service de chasse. Là, ça, je vous l'ai déjà dit là, que c'est possible de combiner avec d'autres activités, soit en divisant le lot, les périodes de la journée, les dates aussi, les engins. Si on n'aime pas les armes à feu, parce qu'on a une crainte par rapport aux armes à feu, on n'aime pas le bruit ou des choses comme ça, ben, il existe d'autres solutions. Je vous dirais que pas mal tout ce qui est écrit dans ce tableau-là, j'en ai déjà parlé. J'aimerais ça avoir plus de temps pour vous entendre, pouvoir échanger avec vous. Fait que je vais continuer. Mais là, comment on fait pour avoir plusieurs chasseurs chez soi? Parce que c'est vraiment de valeur, là, on n'est pas en personne. Je ne peux pas faire des mains levées pour savoir qui vous êtes, puis c'est quoi votre niveau de connaissance. Mais je serais quand même prête à gager que vous n'êtes pas tous des experts en chasse. Puis c'est correct. C'est normal. On ne peut pas être expert dans tout. Donc, dans certains cas, c'est le propriétaire qui va mettre qui va prendre la situation en main puis qui va gérer les chasseurs. Donc, l'avantage, c'est que c'est lui qui gère les chasseurs. C'est lui qui choisit qui vient chez lui, quand, puis c'est fait à sa façon. Par contre, souvent, ça va demander une certaine connaissance de la chasse de la part du propriétaire. Puis, ça peut être un peu plus énergivore, puis des fois, ça correspond pas nécessairement avec le temps qu'on a à y mettre là, selon notre vie personnelle. Donc, des fois, on peut demander à un ami ou à un employé de s'occuper de ça, parce que cette personne-là peut connaître davantage la chasse, par exemple. Puis l'avantage de ça, c'est que souvent, quand c'est un ami ou un employé, il connaît bien la terre, il connaît bien votre réalité, vos préoccupations. Donc, c'est plus facile là, de les mettre en application. C'est sûr que si la communication est moyenne, ben, il peut y avoir des conflits. Puis l'optimisation de la chasse pourrait être d'un niveau variable. Je m'explique, dans le sens que tout dépendant du niveau de connaissance de la personne et votre désir d'optimisation de la chasse, ça pourrait ne pas correspondre dans le sens que si la personne a une connaissance moyenne, puis vous voulez vraiment optimiser votre chasse, ça se pourrait qu'elle fasse des erreurs puis que la récolte soit pas aussi bonne que prévu. Par contre, si vous voulez vraiment optimiser votre chasse puis que vous voulez l'intensifier énormément, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Ils font ça comme gagne-pain. Donc, on peut engager un guide de chasse ou un coordonnateur un gestionnaire de déprédation qui, lui, va vraiment placer les chasseurs au bon endroit selon les vents, selon la topographie de votre terrain, etc., pour vraiment aller optimiser la récolte. Bien entendu, cette personne-là ne travaille pas pour rien, donc il va y avoir un partage des revenus. Puis ça va vous demander quand même une bonne communication avec cette personne-là pour être sûr qu'elle comprend bien votre aide. Ça, c'est si vous décidez d'avoir des chasseurs chez vous. Là, je vais juste vous montrer quelques actions qui ont été mises en place à l'échelle régionale. Depuis 2020, là, c'est permis de récolter 2 cerfs par chasseur en ayant 2 permis, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans 2 zones différentes, à l'exception de 3 zones là, au Québec. Il y a la fin de semaine de la relève, qui permet là, à la relève de chasser pendant cette fin de semaine-là.
Il y a des périodes à armes à chargement par la bouche et fusils destinés uniquement à la récolte de serre sans bois pour la zone 5 ouest, 8 sud. Je vois l'heure qui file, je vous expliquerai. Ben, non, on va prendre le temps. Ce qui envoie le message comme de quoi que vraiment on veut récolter des serres sans bois, puis c'est une période qui permet d'augmenter la récolte de serres sans bois. Ça, c'est le calendrier de chasse avec les différentes zones de chasse. Dans le grand rectangle en rose, c'est du sud du Québec, si on veut, là. On part de la Montérégie, Estrie, centre du Québec. Le 14 jours ici, ARC, ARB, c'est la période arc-arbalète. Ensuite, le petit 5 jours que là, c'est armes à chargement par la bouche et fusil. Mais il n'y a rien qui vous empêche de chasser à l'arc ou à l'arbalète pendant ces périodes-là. Puis, à la fin, en novembre, là, il y a un 16 jours d'armes à feu, durant lequel on peut chasser avec tous les autres engins que j'ai nommés précédemment. En bleu, c'est qu'on peut récolter un cerf avec ou sans bois sans problème. On n'a pas besoin du permis spécial que je vous parlais tout à l'heure. En jaune, ça prend vraiment le permis spécial cerf sans bois que je vous parlais tout à l'heure qu'on peut avoir au tirage au sort pour pouvoir récolter une femelle ou un faon pendant la période d'armes à feu, là, en novembre. D'ailleurs, il y a dans le sud du Québec, là, par exemple, la 6 Sud, qui est la région de Sherbrooke, jusqu'aux lignes Richemont, Cookshire. Il y a 9500 permis serre sans bois qui ont été émis en 2022. C'est la zone avec le plus grand nombre de permis serre sans bois parce qu'on n'a pas d'hiver, on a des populations fortes, le cheptel est capable de le prendre, puis on a besoin de diminuer les populations dans cette zone-là. Ensuite, le partage de permis serre sans bois est possible entre les membres de la famille immédiate, comme je vous expliquais tout à l'heure. Puis, il y a la mise en œuvre et réalisation d'un projet pilote permettant d'optimiser la récolte à des endroits où le cerf sont très abondants. Ça, on va prendre une couple de minutes pour en parler plus amplement. C'est une initiative en fait, c'est un projet qui a été initié en 2019, qui a été mis en œuvre en 2020. C'est une initiative de la ville de Sherbrooke, de l'UPA Estrie, puis du MELCCFP, donc le ministère de l'Environnement et de la Faune. Ce projet-là, par contre, là, c'est vraiment une initiative de ces trois organisations-là, sauf que autour de la table, il y a eu les 9 MRC, il y a eu le MAPAC, il y a eu l'Agence forestière, le syndicat de bois, il y a eu la FEDCP, il y a eu vraiment beaucoup. Ça crée une synergie en Estrie là, autour de ce projet-là. Puis, ce qui est ressorti comme projet, c'est d'avoir 3 îlots tests. Un avec une densité moyenne de serre, une avec une densité, en fait, une avec une faible densité de serre, une avec une moyenne densité de serre, puis une avec une forte densité de serre, où là, on a ajusté avec un faible nombre de chasseurs, nombre moyen de chasseurs, puis un grand nombre de chasseurs. Puis, on a testé aussi 3 façons d'avoir des gestionnaires de chasse sur une période de 3 ans. Ce qu'on a observé, c'est un succès. Les chasseurs sont contents, les propriétaires sont contents, puis les gestionnaires de chasse aussi, ça a bien fonctionné. Ça nous a permis là, de diminuer les dommages au niveau des récoltes, au niveau de la forêt. Ça nous a permis, en fait, c'est surtout au niveau de la récolte, là, sur une courte période de temps comme ça, c'est vraiment au niveau de la récolte qu'on a observé une réduction des dommages. On a vu que, bon, ça pouvait fonctionner, que c'était possible d'avoir un plus grand nombre de chasseurs sur sa terre. Ça nous a permis de former de la relève aussi. Il y a eu un maillage qui a été fait avec les écoles qui offrent un programme, soit parascolaire ou dans leur cursus scolaire, la chasse. Donc, des écoles de Sherbrooke qui ont été impliquées dans ce projet-là. Puis, ça nous a permis aussi, c'est ça, dans le fond, de réaliser que oui, c'est possible d'accueillir plusieurs chasseurs sur un même lot, d'augmenter la récolte pour diminuer le dommage, mais ce qu'on réalise par contre, c'est que les producteurs ont besoin d'aide, ils ont besoin d'accompagnement. C'est pas des pros de la chasse, puis ils n'ont pas nécessairement toujours le temps de le faire. Donc, il y a eu la phase 2 de ce projet-là. Il y a une personne de ressources qui a été engagée à l'UPA. En ce moment, là, ça fait à peu près 6 mois, un petit peu plus que 6 mois qu'elle est engagée pour développer des outils, puis de faire du maillage avec les propriétaires, puis vraiment aller
à des endroits où on sait qu'il y a les plus grands dommages, là, où on voit les plus fortes populations de cerfs, puis que l'urgence d'intervenir est là. Puis d'essayer de voir c'est quoi les besoins des producteurs pour qu'ils puissent accueillir un grand nombre de chasseurs sur leur loup. C'est un projet que ça devrait durer ça a commencé en 2023. Cette phase 2-là, en fait, a commencé en 2023, devrait se perdurer jusqu'à 2026, mais le but, c'est justement que ça se perdure, c'est que ça devienne autoportant, puis que ça continue dans le temps. Ça a été rendu possible grâce à l'ESD, l'enveloppe sectorielle de développement agroalimentaire, qui, dans le fond, l'argent de ce financement-là vient du MAMACH, du MAPAC, de l'UPA et de 9 MRC. Le MLCC, FP, excusez-moi, MLCC et FP a contribué. L'UPA Estrie aussi, la ville de Sherbrooke s'est beaucoup impliquée aussi. Il y a eu un programme, il y a eu de subvention qui venait du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Il y a Mirador, qui est une plateforme de maillage entre les chasseurs et les propriétaires qui a investi aussi dans ce projet-là. Puis il y a Domtar aussi qui a investi là, dans ce projet-là pour que ça puisse être possible. Dans le fond, le but, c'est vraiment qu'elle fasse du démarchage auprès des propriétaires, qu'elle détermine les besoins et les limites des propriétaires afin d'augmenter la pression de chasse de façon respectueuse et adaptée, de cibler des secteurs où les cerfs sont plus nombreux, comme je vous disais, puis de vraiment cibler sont où, tant au niveau agricole que forestier, c'est où les urgences, sont où les feux qu'il faut éteindre, puis de développer des outils aussi destinés aux propriétaires forestiers et agricoles, que ce soit des contrats entre les chasseurs et les propriétaires, une liste de guides de chasse, un guide aussi sur la chasse. C'est quoi la chasse? Comment ça se passe? Puis qu'est-ce qu'il faut que je sache en tant que propriétaire? Puis différentes actions. Juste pour remettre en contexte, les différents rôles de chacun, là. Donc, le ministère de l'Environnement et de la Faune, le but, là, notre mandat, en fait, c'est vraiment de gérer les populations au niveau de la zone à l'intérieur d'un plan de gestion pour guider les MRC, les municipalités, les regroupements de citoyens, les différents partenaires dans les choix là, qui peuvent être faits pour la gestion du cerf à une échelle plus microscopique. La personne ressource dont je viens de vous parler, qui est à l'UPA, elle, son travail, c'est vraiment de travailler avec les propriétaires qui ont beaucoup de dommages afin de regarder c'est quoi les possibilités qu'ils ont, d'aller dans le coffre à outils que je viens de vous présenter ce soir, puis de voir comment une chasse pourrait être établie chez eux, puis ce serait à quelles conditions, puis comment, puis de développer différents outils. Puis les propriétaires et les gestionnaires de territoire aussi, vous avez un rôle important là-dedans, là, c'est vraiment de bien établir vos besoins puis de s'assurer d'avoir un nombre adéquat de chasseurs, puis de demander une récolte de cerfs sans bourse si vous avez des dommages chez vous. Bien entendu, tous ces paliers-là, il faut que ça se parle. Donc, il y a un gros travail de collaboration qu'on veut qu'il se fasse. Puis, je pense que le fait qu'on prenne le temps d'échanger ce soir, ça fait partie de cette collaboration-là, de ce désir de collaboration-là. En conclusion, pour cohabiter de façon harmonieuse avec la faune, il faut apprendre à la connaître, à la comprendre. Il faut adapter notre comportement. Il faut évaluer aussi la situation afin de trouver un terrain d'entente et d'être tolérant. Hein, des fois, comment je pourrais dire? Si j'ai des poules chez nous, je vais les protéger pour m'assurer que le renard ne vienne pas les manger, mais si je les laisse lousse sur mon terrain, ben c'est peut-être ma faute s'il était lousse puis que le renard est passé en sachant très bien qu'il y a un renard chez moi. Fait que des fois, c'est de prendre conscience un peu aussi de nos actions puis de trouver le terrain d'entente où nous, on est bien. Pour diminuer l'impact de la présence du cerf, il y a plusieurs méthodes qui existent. Hein, on a parlé d'exclusion avec les clôtures, les répulsifs, les effaroucheurs, la chasse. Mais chaque situation a sa méthode. Malheureusement, je n'ai pas une solution one size fits all.
C'est ça, j'ai pas de solution miracle si je, de pouvoir vous dire faites ça puis vous aurez plus aucun problème. C'est vraiment du cas par cas. J'espère que en faisant le tour des méthodes, vous avez pu quand même voir différentes solutions qui pourraient s'appliquer à votre situation. Pour favoriser sa présence, la présence du cerf, ben, on peut favoriser un habitat adéquat au bon endroit. Puis, ben, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même la chance là, de vivre dans la nature, puis que ces bêtes-là étaient là avant notre arrivée. Donc, il faut apprendre à cohabiter. L'objectif, c'est vraiment de trouver des trucs pour avoir une cohabitation harmonieuse. Sinon, dans mes messages à retenir, je dirais que l'objectif, c'est vraiment de tendre vers un équilibre écologique, hein, de ramener les populations à un niveau, les populations de cerfs à un niveau où on va avoir d'autres espèces animales qui vont pouvoir profiter de nos forêts, puis aussi que les espèces végétales natives puissent être là. La chasse demeure un outil efficace et reconnu pour gérer les populations de cerfs. Puis la pression de chasse doit être, ou en fait peut être adaptée en fonction des densités de cerfs présentes sur le territoire et des réalités du propriétaire. Puis en tant que propriétaire, vous possédez une grande flexibilité pour moduler les activités de chasse sur votre territoire. Puis, dans le respect de la réglementation, bien entendu, là, vous ne pouvez pas décider de faire une chasse, d'ouvrir la chasse au mois de juin parce que ça vous a donné mieux. C'est toujours dans le cadre réglementaire, mais je vous dirais que quand on s'assoit et qu'on commence à jaser, il y a quand même beaucoup de solutions qui peuvent apparaître assez facilement. Donc, on serait rendu à la période de questions. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Si jamais on n'a pas le temps de passer à travers toutes les questions, il y a mon courriel en bas là, de la diapo. Un gros merci, Anaïs, pour cette belle présentation. C'était vraiment, vraiment intéressant. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Si vous avez des questions, c'est le temps, là. J'ai vu dans le chat qu'il y avait M. Pontbriand là, qui avait une question, mais je pense que vous avez eu la réponse pendant la conférence. Est-ce que vous voulez toujours que je pose la question? Sinon, on peut peut-être voir pour d'autres. Bon, Euh, ben, Moi, est-ce qu'on m'entend? Mon nom est Michel Gauthier. Oui, on oui, vous entend bien. Oui. OK, j'aurais une question et un commentaire. Je vais commencer par le commentaire. Premièrement, moi, juste pour me situer très rapidement, là, moi, je suis producteur forestier dans la zone 6 Nord. J'ai 200 hectares de forêt qu'on aménage pour la faune puis pour la flore, puis pour les arbres surtout. C'est un terrain 100% boisé. Et puis, le commentaire concernant les prélèvements dont vous venez nous faire la description avec les chasseurs invités. Euh, dans ma zone 6 Nord, on donne 7000 permis de serre sans bois. 7000 comme vous avez expliqué, pour les gens les gens de 65 ans, les gens de la relève, et puis bon, ainsi de suite. Dans la zone 6 Sud, vous venez de me montrer qu'on donne 9500 permis plus ou moins. Moi, je sais d'un autre côté, sur les 7000 permis possibles de récolte de serre sans bois, ils s'en récoltent à bon an, mal an, à peu près 1000 seulement. 1000 seulement permis qui sont comblés. Alors, ça prouve que deux choses. Ça prouve que le ministère n'atteint pas son objectif là, avec les serres sans bois. Là. Les chasseurs ne les utilisent pas, probablement parce qu'il y a probablement de moins en moins de chasseurs. Et aussi, c'est que les chasseurs c'est un cerf sans bois ou un cerf avec bois. C'est pas un et l'autre, c'est un ou l'autre. Puis bon, comme on sait, la plupart des chasseurs veulent des cerfs avec bois. Alors là, ils attendent à la fin et puis bon, ils manquent leur coup, puis ils ne prélèvent pas de. Alors, tout ça pour vous dire que faudrait que le ministère Forêt-Faune accepte ou donner encore plus de latitude aux chasseurs, faire un prélèvement de un et l'autre, et non pas un ou l'autre pour atteindre au moins les objectifs qu'ils se sont fixés, parce que quand même qu'on donnerait encore plus de permis de serre sans bois s'ils sont à peine utilisés à 10, 15, 20 au maximum, ça ne donne pas grand-chose non plus.
Bon, ça, c'est mon petit commentaire. Et puis, la question, on parle souvent les zones de la Montérégie et de l'Estrie, là, les 5-6, les zones 5-6, des zones à densité très élevée. On sait que, puis je suis d'accord avec ça, moi je vous confirme qu'il y en a beaucoup de cerfs sur mes terrains et dans ma région immédiate, là. Si on se compare, par exemple, on sait grosso modo, là, les chiffres sont peut-être pas tout à fait exacts, là, mais on peut parler d'à peu près 400-500 000 populations de cerfs au Québec, tout Québec confondu, à l'exception de l'île d'Anticosti, 400-500 000. Là. Et puis la grosse majorité sont dans Montérégie, Estrie, puis la Beauce un peu, puis dans le de Montréal. Là, on a des concentrations de cerfs. On sait qu'il y a des normes qui ont été établies, tant de cerfs par kilomètre carré. Bon, on arrive à certains résultats. Si on se compare avec les États-Unis, c'est là ma question, là, est-ce qu'on a des données, lorsqu'on se compare avec les États-Unis, les États limitrophes à la province de Québec, les États-Unis, là, on parle de millions de cerfs par État, là, de millions de cerfs par État. Là. Alors, les ratios là, de cerfs par kilomètre carré sont 5, 6, des fois 10 fois plus importants que ce qu'on a ici. Là. Alors, quand on arrive, nous autres, on dit, bon, ben, il y a tant, je dis n'importe quoi, là, mettons qu'il y a 10, pas plus que 10 cerfs au kilomètre carré, et puis dans les États limitrophes, il y en a 100 par kilomètre carré, bien là, comment on fait là, pour arriver à un juste milieu? Comment ils font aux États-Unis pour contrôler leur population? Puis pour contrôler leur population, pour protéger l'agriculture, protéger les forêts, la régénérescence des forêts, euh, ça me pose une interrogation, là. Ben, en fait, je vais me permettre de quand même revenir sur votre commentaire, puis qui va m'amener quand même à répondre à votre question par rapport à ce qui se passe aux États-Unis puis comment on fait. En fait, là, c'est effectivement là, en 7 000 et 8 000 permis sans bois qui sont émis pour la 6 Nord, pardon, à chaque année. Il y a à peu près 1400 serres sans bois qui sont récoltées pendant la période contingentée. Mais quand on regarde la récolte totale, on se rend compte qu'il y a à peu près 50% de la récolte qui est en serre sans bois. Donc, ça veut dire que les chasseurs de la 6 Nord, presque un chasseur sur deux va récolter un cerf sans bois. Donc, de dire qu'ils ne récoltent pas de cerf sans bois, c'est peut-être un peu injuste pour eux, parce qu'il y a quand même 50% des cerfs qui sont des cerfs sans bois. Puis, le nombre de permis de serre sans bois considère plusieurs facteurs. Le nombre qu'on émet va considérer la rigueur de l'hiver, mais va aussi, puis d'autres facteurs, mais considère aussi le nombre d'utilisations puis la récolte qui est faite. On considère toujours aussi qu'il y a un certain pourcentage des serres sans bois qui est récolté pendant la période non contingentée, donc la période arc-arbalète, arme à chargement par la bouche ou fusil. Donc, certains chasseurs vont appliquer au tirage au sort, vont avoir leur permis de serre sans bois en poche, au cas où que pendant la période, les premières périodes, là, arc-arbalète, arme à chargement par la bouche, ça marche pas. Donc, ils vont continuer leur chasse. Puis, oui, c'est vrai qu'il y a encore des chasseurs qui veulent absolument le gros mâle avec le gros panache pour mettre en haut de leur cheminée ou dans leur garage, peu importe. Mais on travaille là-dessus. Je vous dirais, là, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille à essayer d'amener les gens à aller récolter des serres sans bois. C'est un changement de mentalité qu'on doit faire. Puis, je pense que dans n'importe quel domaine, là, un changement de mentalité, ça ne s'opère pas en claquant des doigts. Donc, on voit une amélioration. Est-ce que c'est gagné? Non. Est-ce qu'on arrête de travailler fort là-dessus? Non. Donc, on continue d'en parler, on continue d'encourager les gens à aller récolter un cerf sans bois. Donc, de dire que l'outil ne fonctionne pas, c'est peut-être pas juste. Est-ce qu'on a encore des messages à faire? Oui. Est-ce qu'on va continuer de travailler? Oui. Maintenant, pour ce qui est puis vous avez parlé qu'il y a à peu près 400 000. En fait, le cerf au Québec, on est plus autour de 250 000, puis il y en a à peu près 52 000 qui sont récoltés là, de ces années-ci par année. Fait que c'est à peu près un cinquième là, qui est récolté. Oui, les cerfs sont plus dans le sud du Québec.
Je l'ai montré, là, c'est vraiment, entre autres, à cause de Dame Nature qui nous envoie plus des bons hivers, donc on n'a plus de régulation des populations. Les États-Unis ont le même problème, hein, dans le sens qu'il y a bien des États qui n'ont pas d'hiver, qui n'en ont jamais eu, donc les cerfs ont plus ou moins de régulateurs naturels et c'est une espèce qui s'adapte bien, qui est prolifique. Donc, leur situation est différente. Effectivement, ils ont des populations plus fortes que les nôtres à bien des endroits, puis leurs modalités sont aussi différentes de les nôtres. Dans certains États, puis c'est vraiment, là, on ne fera pas le tour de la cinquantaine d'États, mais il y a différentes modalités. Certains États qu'à l'intérieur même des États, il y a des endroits où on va avoir le droit de récolter 6 cerfs, par exemple, par chasseur. J'essaie de vous faire une réponse très courte, là, mais oui, comment je peux dire? Il y a des modalités qui ont été changées en 2020. On continue d'être à l'écoute de ce qui se passe dans nos populations. On continue d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, puis ramener les populations à l'équilibre. C'est pas juste, encore là, c'est pas juste une solution. Il n'y a pas juste une chose qu'on peut faire, une seule chose qui est magique. Puis on travaille en étroite collaboration quand même, en bonne communication avec les gens là, du nord-est des États-Unis, puis tous les États qui en fait, les provinces qui nous entourent au Canada pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi leur bon coup, leur mauvais coup. Hein? On échange beaucoup avec eux. Donc, il y a des modalités qui ont eu naissance en 2020 qui ont été fortement inspirées de d'autres États, par exemple. Je sais, je m'excuse, vous avez nommé tellement de choses, puis j'avais tellement de choses à dire, mais disons que ça, c'est ma réponse courte qui est quand même longue. J'espère juste que ça répond quand même à votre interrogation, mais sachez qu'on vous entend. Ah oui, ça répond bien, puis ça va donner des renseignements que je n'avais pas les détails, là. Maintenant, pour faire une petite conclusion, tu sais, pas le problème des serres, la situation des serres, ça s'encadre dans les changements climatiques là, qu'on vit actuellement. Hein. Tu sais, moi, j'habite à Montréal, tu sais, il y a des dindes partout, il y avait des coyotes partout, tu sais, il y a des espèces, tu sais, les agrès du frêne qui arrivent, puis d'autres problèmes. Tu sais. Alors, veut pas la montée des cerfs, c'est un animal américain, ça. On le sait, là, sa zone limite de tolérance au climat, c'est le nord c'est le Québec, là. Et puis, il est, il est dans sa zone limite de survie. Maintenant, il va falloir faire avec dans les prochaines années. Alors, le bonheur des chasseurs. Puis par contre, je comprends aussi votre problème là, de tous les intervenants là, dans les décisions que vous avez à prendre ou que le ministère a à prendre. Tu sais, là, je parle les MRC, le développement urbain, les routes, les agriculteurs, les forestiers, les environnementalistes. Tu sais, tout le monde a son opinion sur la gestion des serres. Tu sais, vous parlez de la gestion des serres aux gens qui habitent à Longueuil, ben, c'est pas la même que ceux des chasseurs de l'Estrie, par exemple. Alors, et puis, ça, c'est une chose. L'autre problème, c'est que le nombre de chasseurs diminue, vieillit et diminue année après année. Et puis aussi, c'est que la Montérégie de l'Estrie, c'est tout des territoires privés. C'est tout des territoires privés. Il n'y a rien de public là-dedans. Alors, si un jeune chasseur veut aller chasser, puis il ne connaît personne, ben, c'est difficile pour lui de se trouver un trou, là, un endroit pour chasser s'il ne connaît personne. Alors, c'est des gros problèmes avec beaucoup d'intervenants pour prendre des décisions là, pour la gestion du cerf. Là. Et puis, on essaye de faire avec, comme on dit. Ben, c'est sûr qu'on essaie toujours de prendre nos décisions sur la science, là, d'abord et avant tout. Mais en même temps, on est à l'écoute aussi des différents intervenants du territoire, c'est sûr. Puis, vous l'avez dit, là, on est majoritairement, je pense, 92% là, de l'Estrie qui est en terre privée. Donc, on a cette
cette ouverture des terres-là à travailler aussi. Donc, c'est pour ça que la personne ressource dont je parlais dans le projet pilote de tout à l'heure, là, c'est pour ça qu'elle est engagée pour essayer de d'aider les gens à accueillir un plus grand nombre de chasseurs pour... Parce que même si on émettrait 12 permis par chasseur, ce serait pas une belle mise en valeur du gibier, de la ressource. Puis, si ces chasseurs-là n'ont pas de place pour chasser, on est encore au pied du mur, là. J'en aurais beaucoup à vous dire encore, parler. Moi, ça fait très longtemps. Vous n'étiez même pas au monde, là. J'étais déjà impliqué là-dedans, là. Maintenant, il y a beaucoup de gens là, voudraient donner la parole aux autres non plus. Je ne voudrais pas trop monopoliser. Vous m'appellerez. Je pense qu'on aurait long à dire encore sur ce beau sujet-là, mais là, c'est ça, je vois qu'il y a deux questions dans le chat. Donc, la question de M. Pontbriand, s'il y a trop de cerfs à Montérégie, pourquoi ne pas autoriser la chasse de cerfs sans bois, tout simplement sans tirage au sort, avec la possibilité de récolter 2 cerfs par chasseur dans la même zone? Oui, ben en fait, là, en Montérégie, il y a tout le temps là, le Brome-Missisquoi puis Haute-Yamaska. Je ne sais jamais si vous considérez en Montérégie ou en Estrie, mais je vais mettre, mettons, je mets Brome-Missisquoi en Montérégie, là, juste pour simplifier mon explication. Puis après ça, je m'en vais vers Montréal. On a quand même 3 zones de chasse sur 4 qui sont où les chasseurs peuvent récolter 2 cerfs euh, dans la même zone. Donc, ça veut dire que en arrière sur le même site de chasse, ils peuvent récolter 2 cerfs, ce qui facilite quand même la récolte là, parce qu'ils n'ont pas à prospecter une deuxième fois, faire un échange avec un autre chasseur ou des choses comme ça. Puis, il y a un très grand nombre de permis de chasse en bois qui est émis. Et dans la 8 Nord, en fait, la seule zone des 4 là, qui est pas, actuellement, qui n'a pas 2 cerfs, on n'a pas la possibilité de récolter 2 cerfs dans la 8 Nord. C'est juste parce qu'en 2020, on a fait des modifications assez importantes à cette zone-là. Fait qu'on voulait valider comment ça allait répondre au niveau de la clientèle puis au niveau du cheptel avant là, de proposer 2 cerfs dans la même zone. Puis, il faut savoir, là, pour ceux qui ne sont pas chasseurs, avant 2020, on n'avait pas de zone de chasse. Donc, excusez-moi, on n'avait pas de permis par zone de chasse. Donc, avant, le chasseur faisait juste acheter un permis de cerf, puis il pouvait aller chasser dans n'importe quelle zone. Donc, on n'avait pas nécessairement l'effort de chasse par zone. Donc, il y a certaines données comme ça qu'on a réussi à raffiner. Puis là, 2020, c'est quand même pas si loin que ça. Là. En même temps, ça peut sonner loin. Là. C'était la pandémie, là, mais ça nous donne quand même juste 4 ans là, d'observation de comment avec des nouvelles données, des nouvelles modalités, on a vraiment brassé la soupe en 2020. Donc, mais sachez que on ne fait pas juste observer, il y a aussi des changements là, qui pourraient arriver là, prochainement. Là. Une autre question de M. François Guillemette. Est-ce encore pertinent de protéger les ravages dans les zones où le cerf est surabondant? En fait, le gros avantage là, de protéger les aires de confinement ou les ravages dans les endroits où le cerf est très abondant, c'est que ça permet de concentrer les cerfs à un endroit, donc de réduire l'étendue des dommages qu'ils pourraient faire en hiver, par exemple. Donc, ça a cet avantage-là. Puis aussi, on n'est quand même pas à l'abri d'un hiver rigoureux. On en a eu dans les 2008, par exemple. Ça remontait quand même un petit peu à loin, là, mais 2018 aussi a été quand même difficile. Donc, on n'est pas totalement à l'abri d'un gros hiver. Euh, donc, là, en ce moment, on travaille plus sur la récolte puis la mise en valeur du gibier. Il reste 4 minutes avant 20h30, donc on pourrait peut-être prendre une ou peut-être deux questions. Est-ce que il y a d'autres interventions? Ah, il y a une question de Madame Sophie Motette. J'espère que je prononce bien votre nom de famille.
Dans les parcs réserves naturelles où la chasse n'est pas permise, est-ce qu'il y a d'autres options pour réduire la population de cerfs et protéger la végétation outre que les exploits? Ouais, il n'y a pas. En fait, deux, par exemple, au niveau de la réglementation municipale, ça se travaille là, dans le sens que un bel exemple, là, c'est la ville de Sherbrooke ils ont une belle carte avec des différentes zones où il y a, selon le niveau de proximité avec les habitations, puis différents critères, ils ont ajusté les engins qui étaient permis selon certains critères. Donc, c'est possible. Puis, donc, les municipalités qui ont des, des, euh, des restrictions au niveau de l'utilisation d'engins de chasse ont peut-être un bel exemple là, qui pourrait suivre. Puis, pour généralement, dans les réserves fournies, la chasse est autorisée, mais j'imagine là, qu'on parle davantage là, des parcs nationaux, de certains parcs nationaux. Oui, il y a différentes options. On a des missions de permis SEG, c'est des permis des buts scientifiques, éducation et de gestion. Désolée, là, on travaille tellement souvent avec l'acronyme que des fois on oublie un peu qu'est-ce que les lettres sont. Euh, mais donc ça peut être une option de demander un permis SEG au ministère. On évalue la situation, puis on peut permettre la récolte d'un certain nombre de serres. Puis effectivement, là, comme M. Paubriand dit, là, ouais, pour les réserves naturelles, là, souvent la récolte de serre est permise. Puis il y a beaucoup de ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes de conservation qui euh, sont de plus en plus ouverts, là, puis ils voient l'avantage d'avoir des chasseurs sur leur territoire pour justement protéger des espèces menacées, puis vraiment favoriser la biodiversité parce qu'ils se rendent compte que quand il y a un trop grand nombre de cerfs, ben, ils sont perdants dans cet espace qu'ils ont jugé à la base très précieux au niveau de la biodiversité, mais là, il y a une perte. Donc, sont pas gagnants nécessairement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être en prendre une petite dernière. François Guillemette, une prochaine question. Quel est le niveau de population que vous qualifiez d'optimal? Si c'est pas en nombre de cerfs par 100 km², j'aimerais savoir ce que sont des kilomètres carrés de quoi? De forêt, de territoire total, de forêt plus champ, plus urbanisation, plus eau. Fait qu'il y a plusieurs questions dans ça. Ben, en fait, là, généralement, quand on regarde pour la densité de serre, c'est vraiment le chiffre théorique cité dans la littérature euh, pour viser vraiment un équilibre écologique, c'est de 5 cerfs au kilomètre carré d'habitat, donc d'habitat pour le cerf. Fait que donc, ça exclut tout ce qui est milieu urbain, lac et autres. Euh, donc, mais par contre, selon la saison de croissance, la qualité de l'habitat, différents facteurs, et ça peut être plus un petit peu plus grand que ça. Puis l'exemple que j'aime, ouais, ben, un exemple là, aussi, là, on le voit que la tolérance des citoyens est différente d'une région à l'autre. Par exemple, en Montérégie, si on réduit les populations à 5 cerfs au kilomètre carré d'habitat, on va avoir des citoyens qui vont nous appeler pour nous dire qu'il n'y a plus de cerfs puis on a exterminé le cerf. En Beauce, si on a des populations de 5 cerfs au kilomètre carré, on va avoir des appels pour se faire dire qu'il y a beaucoup trop de cerfs puis ils sont partout. Donc, il y a une question d'habitat, une question d'habitat, il y a vraiment différents facteurs, mais si on y va au niveau biologique, écologique. En Montérégie, là, on est probablement plus proche, à bien des endroits, on est probablement plus proche du 8 cerfs au kilomètre carré, mais de façon générale, la littérature veut que ce soit 5 cerfs au kilomètre carré. Puis là, votre autre question. Ah oui, tantôt, j'ai présenté là, la récolte de serre, montrant que c'était plus de 100 serres récoltées par 100 km² de territoire. C'était, je pense que c'est le territoire général, là,
ça exclut pas là, de zone nécessairement, là. Donc, on va terminer, je pense, comme ça, mais je vois pas d'autres questions apparaître. Puis de toute façon, on a dépassé un petit peu le temps qui était alloué pour la webconférence. Merci encore, Anaïs, là, pour cette belle présentation. Merci aux participants d'avoir assisté. À cette webconférence. Si vous voulez la réécouter pour tout revoir, les graphiques et tout ça, on va la mettre sur notre site web, là, dans notre chaîne YouTube, mais ça sera peut-être pas dans les prochains jours, ça va peut-être aller au début juillet, là. Bon, il y a des périodes de vacances qui arrivent de certains membres de mon équipe, donc le temps que ces personnes-là puissent, c'est ça, aller en vacances, puis revenir, puis ensuite, là, ça va être mis en ligne. Donc, à vous tous, je vous souhaite une belle soirée. Un gros merci à tout le monde.